Donc aujourd'hui, nous allons parler de la méditation et de ses bienfaits et de la relation avec les neurosciences également. Donc, pour mieux comprendre l'intérêt de la méditation sur le cerveau. Donc, le cerveau travaille comme un muscle. La malléabilité du cerveau, c'est une découverte très récente qui ouvre de nouvelles perspectives pour les neurosciences. Donc, que se passerait-il si on pouvait décider comment on voulait développer notre cerveau? Donc aujourd'hui encore, le cerveau, c'est l'un des plus grands mystères du corps humain. Il y a 1,5 kg de neurones qui consomment à eux seuls près d'un quart de l'énergie utilisée par notre corps sur toute la journée. Donc ces milliards de neurones sont connectés entre eux par des synapses qui leur permettent d'échanger de l'information sous forme de signaux électriques. Sachant qu'un seul neurone envoie jusqu'à 2 signaux par seconde, cela explique pourquoi le cerveau a tant besoin d'énergie. Donc tous ces signaux sont à la base de vos perceptions, de vos pensées, de vos émotions ou plus largement de votre conscience. Pourtant, la science ne comprend pas encore bien comment cela fonctionne. Donc, pendant longtemps, les neuroscientifiques croyaient que le cerveau humain créait de nouveaux neurones seulement pendant la croissance de l'individu et qu'une fois celui-ci devenu adulte, le cerveau atteignait une sorte de plateau où les circuits neuronaux étaient à leur maximum et que chaque zone du cerveau avait sa spécialité. Les neurones mouraient ensuite un à un et le cerveau déclinait lentement jusqu'à la mort de la personne. Et en réalité, le cerveau poursuit son évolution tout au long de la vie. De nouveaux neurones sont créés en continu et les circuits neuronaux s'ajustent en permanence. L'organisation du cerveau et la spécialisation de ses régions ne sont donc jamais figées. Un exemple frappant est celui des personnes malentendantes qui bénéficient souvent d'un champ de vision plus étendu que la moyenne. Comme la zone du cerveau qui est normalement dévolue à l'ouïe ne leur sert pas, elle devrait être moins développée que chez les autres êtres humains. Néanmoins, les scientifiques se sont aperçus que ce n'était pas le cas et qu'au lieu de s'atrophier, elle s'est reconvertie et soutient d'autres fonctions, en l'occurrence la vue. Cela signifie que le cerveau est malléable. Dans certaines situations et grâce à certains stimuli, les zones du cerveau peuvent se développer, se modifier et même changer de fonction. C'est la neuroplasticité du cerveau. Donc cette découverte est cruciale parce que si le cerveau évolue selon l'environnement, cela signifie que vous pouvez décider de le faire évoluer dans telle ou telle direction. Le cerveau réagirait comme vos muscles, que vous pouvez décider de travailler différemment selon les résultats recherchés. Dès lors, comment faire évoluer son cerveau? La recherche scientifique tente à prouver que la méditation, c'est une manière efficace de le faire travailler. En résumé, notre cerveau évoluera toute notre vie et en fonction de notre environnement et en fonction également aussi de nos actions. Et pour agir sur ce développement, la méditation, c'est un formidable outil pour pouvoir reprendre en main notre cerveau. Donc, il a toujours été difficile d'étudier scientifiquement la méditation parce que, bon, déjà, c'est un objet d'étude assez récent. Et dans le domaine des sciences, on a de nombreux problèmes techniques et méthodologiques pour savoir comment étudier ce qui se passe dans la tête des gens. Donc, pour étudier scientifiquement un objet, il faut commencer par le définir. Or, le terme méditation peut désigner, dans le langage courant, des choses très différentes. Certaines penseront par exemple au Dalai Lama pour la méditation, d'autres au yoga, d'autres encore aux retraites silencieuses. Donc, en fait, la méditation, c'est une pratique plurielle. On peut penser au bouddhisme, on peut penser à la méditation pleine conscience, à John Kabat-Zinn, etc. Donc, elle est massivement pratiquée depuis des milliers d'années dans de nombreuses cultures et elle peut revêtir des formes très différentes. Alors, qu'est-ce que méditer? Donc, dans son sens le plus générique, méditer revient à essayer de sentir, de comprendre et de travailler le fonctionnement de sa conscience, de son cerveau, notamment par l'observation. Donc, la méditation, c'est une pratique et non une croyance. Elle n'implique pas nécessairement de culte, de religion ou même de spiritualité. C'est quelque chose qui se vit, qui se fait. Tout le monde peut méditer. Il s'agit en quelque sorte du sport pour le cerveau. De plus, comme il existe de nombreuses pratiques sportives, eh bien, il existe de nombreuses pratiques méditatives. Chacune a des résultats différents sur le cerveau. Donc, comprendre les effets de la méditation implique donc d'étudier le fonctionnement des pensées, des émotions, voire de la conscience des individus. Est-ce que c'est vraiment possible? La méditation n'est étudiée par la science occidentale que depuis les années 70.
Historiquement, c'est dû au scepticisme scientifique envers ce qui a longtemps été considéré comme de l'ésotérisme, mais également à des problématiques plus techniques également. Donc, d'une part, il est très difficile d'aller voir ce qui se passe dans le cerveau. Heureusement, les récentes avancées technologiques permettent progressivement d'y parvenir, comme par exemple avec l'IRM fonctionnel qui permet de scanner, de prendre en photo le cerveau. On a le PET scan aussi qui montre la structure et l'activité du cerveau grâce à la radioactivité. Et on a l'électroencéphalogramme qui mesure l'activité du cerveau grâce à des électrodes posées sur le crâne. D'autre part, pour la partie scientifique, construire un protocole d'expérimentation est un long processus. Il faut pouvoir isoler les effets de la seule méditation par rapport au mode de vie des cobayes. Il faut ensuite confronter le vocabulaire utilisé par les individus pour parler de leurs ressentis. Donc, une des manières de faire consiste à étudier le cerveau d'individus exceptionnels et de comparer les données à un panel de personnes ordinaires. Mathieu Ricard, par exemple, c'est un cobaye très intéressant. Son cerveau constitue un objet de recherche depuis plusieurs années pour une équipe à Liège qui s'appelle le Centre du cerveau de Liège. Donc lui, Mathieu Ricard, c'est un moine bouddhiste, un docteur en biologie, qui est aussi l'un des interprètes officiels du Dalai Lama. C'est un grand méditant avec plusieurs dizaines de milliers d'heures de pratique à son actif, et il a permis aux scientifiques d'observer des résultats très intéressants pour leurs recherches. En bref, analyser scientifiquement les effets de la méditation pose des problèmes techniques et méthodologiques, mais il est important de conserver un esprit critique. Mais l'étude du cerveau de grands méditants, c'est une voie prometteuse, notamment par exemple par Mathieu Ricard ou d'autres moines, et on voit un petit peu au niveau du cerveau les petites parties qui s'allument un peu plus suite à la méditation ou ce qui se passe au niveau de certaines zones du cerveau. Donc la méditation va modifier physiquement le cerveau. Les études scientifiques sur la méditation ont démontré qu'une pratique méditative régulière va modifier le cerveau de manière durable. Quels sont les principaux effets? Donc, on a observé 3 grandes catégories d'effets de la méditation sur le cerveau. La première, c'est sur la structure du cerveau. L'ensemble des neurones qui constituent le cerveau est appelé matière grise. Un individu normal développe sa matière grise tout au long de sa vie, remplaçant au fur et à mesure les neurones morts. Cependant, une fois arrivé à l'âge adulte, la production de vos neurones faiblit. Un jour, elle ne parviendra plus à pallier la mort progressive de vos neurones, diminuant donc peu à peu votre matière grise. Heureusement, la science sait aujourd'hui que l'on peut ralentir cette déperdition de matière grise, en particulier si on pratique régulièrement la méditation. Le cerveau des individus qui méditent régulièrement ont effectivement une masse de matière grise plus importante que la moyenne observée chez les non-méditants. De plus, selon les pratiques méditatives, vous pouvez stimuler le développement de certaines régions de votre cerveau. Elles seront alors plus performantes et résisteront mieux au temps. La méditation accroît la connectivité du cerveau. Les neurones communiquent entre eux par les synapses, qui constituent la matière blanche du cerveau. Et plus un cerveau contient de matière blanche, plus il dispose de connexions cérébrales. Il peut donc échanger plus d'informations en simultané et produire de nouvelles idées. Donc, la méditation permet à tout âge d'accroître la quantité de matière blanche dans le cerveau. Les méditants présentent également de plus nombreuses connexions entre les 2 hémisphères du cerveau, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Par ailleurs, les pratiques méditatives stimulent la production de myéline, la gaine de myéline, cette substance qui permet d'augmenter la vitesse des signaux électriques dans le cerveau. La rapidité des circuits neuronaux et donc de la pensée s'en trouve améliorée. La méditation stimule l'activité du cerveau. Les études montrent que la pratique régulière de la méditation permet une activité cérébrale plus stable et plus intense. Les scientifiques ont notamment enregistré dans le cerveau des méditants davantage d'ondes gamma, des ondes qui se manifestent quand tous les sens sont en éveil. La respiration en pleine conscience, qui est un type de méditation, induit par exemple une respiration plus lente et plus profonde. Or, il a été prouvé que ce type de respiration stimule le nerf vague, qui active le système nerveux autonome parasympathique responsable du repos. Donc, la méditation permet d'abaisser le niveau de stress et d'apaiser le flux de pensée. Donc, finalement, la pratique régulière de la méditation va renforcer le développement du cerveau, va prévenir de son vieillissement et va rendre également l'activité neuronale plus rapide, plus efficace et plus pertinente. Donc, pour méditer en pleine conscience, 3 étapes suffisent.
Donc, méditer, c'est une activité très simple qui ne demande rien, sinon un petit peu de temps, un endroit tranquille et éventuellement un minuteur. Comment on procède? Il y a des dizaines de pratiques méditatives différentes, chacune comportant des variantes selon les époques et selon les pays. La plus commune d'entre elles, c'est la méditation de pleine conscience, qui elle-même a plusieurs variantes, mais dont le principe reste le même. Le but de la méditation de pleine conscience, c'est de prendre conscience du flux incessant de nos pensées et des stimuli de notre environnement. Il s'agit de se concentrer dessus sans les évaluer, sans les analyser, sans les juger. On doit juste reconnaître la présence autour de nous et en nous. On peut se concentrer ainsi sur la respiration, sur les sons, sur ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous. Petit à petit, on viendra prendre conscience de nos pensées. Donc, en faisant cela, notre cerveau s'entraîne à être plus concentré sur ce qui se passe autour de lui et en lui. Et au quotidien, cela nous permet de mieux gérer nos émotions et nos pensées, mais aussi d'être plus éveillé à notre environnement et de profiter du moment présent. Pour tenter l'expérience, vous vous installez dans un endroit calme, où personne ne viendra vous déranger, et vous commencez doucement. Vous réglez le minuteur de votre montre sur 3 minutes pour un premier essai. Méditer en pleine conscience revient alors à suivre ces 3 étapes. Première étape, concentrez-vous sur votre environnement et sur vos émotions. Essayez d'en percevoir toutes les nuances, toutes les impressions. Votre esprit va s'égarer, par exemple, avez-vous pensé à faire les courses? Votre présentation est-elle prête pour la prochaine réunion? Eh bien, c'est tout à fait normal. Lorsque vous vous en rendez compte, ne vous blâmez pas. Essayez simplement de vous reconcentrer sur votre environnement en refocalisant votre attention. Recommencez ce cycle jusqu'à ce que votre minuteur vous rappelle à la réalité. Avec de la pratique, il sera de plus en plus long et vous parviendrez à maintenir davantage votre attention. Donc, contrairement à ce que vous pourriez penser, méditer n'est pas tant empêcher son attention de s'égarer que de se rendre compte que son attention s'égare et de la refocaliser. C'est ce mouvement qui constitue la pratique méditative. C'est ce mouvement entre l'égarement, l'observation et la reconcentration, la refocalisation. Donc, il y a 3 principales variantes de la méditation de pleine conscience, qu'on appelle la méditation de l'attention ouverte, qui suit les étapes qu'on vient de décrire. Donc, le but est de vivre le moment présent sans analyse ni jugement. Il y a la méditation de l'attention focalisée. Au lieu de nous concentrer sur l'ensemble de nos stimuli, on se concentre sur une seule chose, comme la flamme d'une bougie, qu'on appelle aussi comme exercice dans le yoga Trataka, l'exercice de concentration, ou sur la respiration, méditation sur la concentration de l'observation des flux de la respiration. On a aussi la méditation de la présence sans effort. C'est plus difficile, ça demande de parvenir au même état de conscience qu'avec les 2 techniques précédentes, mais sans se concentrer sur un objet pour guider la méditation. Donc, somme toute, la méditation de pleine conscience permet de travailler sa capacité d'attention à soi et au monde. L'important n'est pas de réussir, mais de prendre le temps de refocaliser son esprit lorsqu'il s'égare, sans impatience ni jugement. Les bienfaits de la méditation sont nombreux et variés. Donc, les effets concrets de la méditation sont très nombreux et dépendent en grande partie du type et de la fréquence de la pratique. Les études scientifiques ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour les identifier tous, mais certains sont déjà bien documentés. Donc, quels sont ces bienfaits? De manière générale, la méditation peut améliorer votre santé et accroître votre bien-être. Pratiquée régulièrement, elle permet notamment de réduire les effets du stress quotidien et de l'anxiété, diminuer les effets de la dépression, calmer les inflammations, de traiter les insomnies. Des études ont également montré qu'une pratique méditative régulière permettait une meilleure protection contre le vieillissement cellulaire. En effet, les cellules possèdent des chromosomes dont les extrémités sont appelées les télomères. Avec l'âge, ces télomères se réduisent. Lorsqu'ils sont devenus trop courts, les cellules ne parviennent plus à fonctionner et à se reproduire correctement. Or, la méditation stimulerait la production de télomérase, cette substance qui empêche les télomères de se réduire, ce qui ralentirait le vieillissement des cellules. De plus, la méditation vous permet d'améliorer votre capacité d'attention, ce qui est un des grands enjeux sociétaux actuels. L'omniprésence des réseaux sociaux, des médias, maintient les individus dans une marée continue d'informations et de stimuli. Cela réduit considérablement le temps de concentration moyen. Donc, la méditation, en particulier la méditation de pleine conscience, nous entraîne à apaiser ce flux de sensations et à vivre pleinement le moment présent. Ça va nous permettre ainsi de nous offrir une meilleure productivité. En effet, le cerveau humain ne sait pas traiter
plusieurs tâches en simultané, méditer vous enseigne à vous concentrer sur une seule chose à la fois, ce qui vous rend plus productif et plus efficient. Permet aussi une créativité plus intense. Notre attention est plus ouverte et moins polluée, ce qui nous permet d'avoir plus d'idées et de penser différemment, d'avoir des décisions plus éclairées. La méditation nous aide à prendre du recul sur nos émotions et sur nos pensées, ce qui amène à une meilleure prise de décision et aussi une meilleure gestion de la pression. La méditation aide à gérer les doutes et les échecs en permettant de s'en dissocier et de les analyser sereinement. C'est donc sans surprise que beaucoup de personnalités aussi inspirantes, qu'on parle de Steve Jobs ou de David Lynch, eh bien, vantent les bienfaits de la méditation. Il y a de nombreux athlètes aussi, comme Michael Jordan, Lionel Messi, encore Novak Djokovic, qui est pratiquant de yoga, qui méditent régulièrement. La méditation a en effet un impact jusque dans les capacités sportives. La pratique méditative nous donne aussi une meilleure gestion de la douleur, une conscience spatiale plus aiguisée, une restauration des muscles au repos plus efficace et une endurance mentale accrue. La méditation est aussi la base de la préparation mentale. Donc, pour récapituler, la pratique méditative, c'est plébiscité par les plus grandes figures sportives, artistiques et entrepreneuriales. Et ce n'est pas étonnant parce que les bienfaits physiques et mentaux sont très nombreux. Donc, la méditation nous permet aussi de contrôler notre manière de vivre et les événements de notre vie. La pratique méditative, c'est un art, l'art du choix. En nous permettant d'observer nos émotions, la méditation nous donne le pouvoir de travailler dessus et de choisir comment on veut les vivre, de quelle manière. Ça se passe. Méditer, ce n'est pas supprimer vos difficultés ou refuser de les voir. Il s'agit d'entraîner son cerveau à ressentir tous ces états, mais différemment. Pour ce faire, vous devez séparer la réaction physique du corps à un stimulus, par exemple se brûler, de la réaction émotionnelle du cerveau qui pense « j'ai mal ». Cela peut paraître étrange, mais c'est pourtant très efficace. Vous percevez alors toujours la sensation de brûlure, mais vous pouvez décider de la traiter autrement que comme de la douleur. Cela vous permet de reprendre contrôle sur vos sensations et de réduire vos souffrances émotionnelles. Donc, des chercheurs ont ainsi conclu que la méditation est au moins aussi efficace que les médicaments traditionnels, tout en présentant beaucoup moins d'effets secondaires. Donc, les exemples sont nombreux à accréditer cette thèse. On a en méditant l'Américain Fleet Mole, qui a mieux supporté ses 25 ans d'emprisonnement, ainsi que la souffrance due à l'agonie de l'un de ses co-détenus. Le champion européen de décathlon, Thomas van der Pletsen, avec la méditation, a mieux accepté son cancer et a mieux traversé la maladie. C'est comme ce que John Kabat-Zinn, qui a popularisé la méditation pleine conscience, pour pouvoir gérer le stress et permettre à toutes les personnes malades de cancer et autres d'aller vers des rémissions beaucoup plus rapidement en apprenant à méditer régulièrement. Donc, cette pratique de la méditation nous enseigne à lâcher prise sur notre environnement, à prendre conscience des émotions qui nous traversent et à en identifier la source. Cela nous permet de prendre du recul et de comprendre que ces émotions sont des représentations mentales, des dialogues internes, un filtre, et qu'on peut choisir de les modifier. Donc, on apprend à contrôler son esprit avec la méditation. Donc, de fait, le monde qui nous entoure est imprévisible et en perpétuelle évolution. Notre vie est remplie d'événements inattendus, parfois en bien, parfois en mal. Il y a des choses que l'on ne contrôle pas. On ne peut pas contrôler un accident de la route qui provoque un embouteillage de plusieurs heures sur notre chemin. En revanche, on peut contrôler notre réaction, notre manière de réagir à cet embouteillage. On peut tempêter, insulter l'univers, ou alors en profiter pour chanter à tue-tête ou écouter un podcast inspirant. On a la possibilité et le choix en fonction de ce qui arrive autour de nous, de mettre un filtre négatif ou un filtre positif sur ce qui arrive quand il s'agit de la même situation, mais une expérience radicalement différente en fonction de ce que l'on contrôle, la manière dont on interprète la situation. Donc, notre déport, notre bonheur dépend surtout de notre univers émotionnel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à défaut de contrôler le monde, eh bien, on peut agir sur notre état intérieur. On peut choisir la manière dont on veut vivre la réalité. Et donc, en ce sens, méditer, qui nous permet justement de choisir cette manière dont on veut vivre la réalité, eh bien, méditer rend plus heureux. Donc, toutefois, ce n'est pas une solution miracle. La méditation ne supprime pas l'anxiété, le stress ou la douleur. Elle ne fait pas disparaître les problèmes, mais elle demeure très puissante parce qu'elle vous offre le choix
le choix de voir les faits tels qu'ils sont réellement et de décider s'ils sont ou pas des problèmes. Permet aussi d'observer les émotions et de décider de ne pas se laisser gouverner par elles, de ne plus subir ses peurs et de reprendre la main sur ses désirs. Donc la méditation, en définitive, nous permet de reprendre le contrôle sur la manière dont on vit les expériences imprévisibles de notre vie et de ne pas se laisser submerger et décider peut-être d'être heureux. Aimer les autres permet aussi de prendre soin de soi. Donc, parmi les nombreuses pratiques méditatives existantes, il y en a une extrêmement puissante, même si elle est encore un peu trop peu connue, c'est la méditation de l'amour bienveillant. Donc, qu'est-ce que cette méditation de l'amour bienveillant? Ça permet de développer sa capacité à ressentir de l'empathie, de la compassion, de l'altruisme et par extension de l'amour. Donc, toutes ces émotions sont au fondement des sociétés humaines. Ce sont elles qui rapprochent les individus et qui les poussent à prendre soin les uns des autres. Elles sont également primordiales dans le rapport des individus à eux-mêmes. Néanmoins, trop peu de personnes prennent le temps d'essayer de se comprendre et de s'aimer réellement, de s'accepter tel que l'on est. La compassion permet pourtant de lutter contre le stress empathique, c'est-à-dire le stress induit par la souffrance des personnes qui nous entourent, et d'améliorer la résilience individuelle, c'est-à-dire la capacité à se remettre d'une épreuve traumatique. Des études ont ainsi montré que ressentir de l'empathie réduit la perception des sentiments négatifs et ça stimule la région cérébrale responsable des sentiments positifs. Les parents d'un enfant malade, par exemple, ressentent moins le stress et la peur s'ils sont au chevet de leur enfant et s'occupent de lui que s'ils doivent attendre dans le couloir. Ressentir de la compassion altruiste rend donc plus heureux et, ou au minimum, moins malheureux. C'est là le pouvoir de la méditation de l'amour bienveillant. Donc, comment on le pratique? Eh bien, c'est similaire à la méditation de pleine conscience, mais au lieu de se concentrer sur un objet, on se doit d'essayer d'être bienveillant. Donc, les étapes, on s'installe confortablement dans un endroit où on se sent bien. On peut visualiser son cœur, c'est le symbole de nos pensées bienveillantes, de votre amour. En yoga, on appellera ça se connecter sur Anahata Chakra, le chakra du cœur. Respirez lentement, profondément, en imaginant votre amour bienveillant grandir. Vous commencez par le diriger vers vous-même. Des pensées négatives risquent de surgir dans votre esprit, comme des blocages ou de l'autocritique. De fait, il n'est pas aisé de s'aimer soi-même inconditionnellement. C'est tout à fait normal. On va devoir se dégager de ces pensées, les laisser partir et se reconcentrer sur notre sentiment d'amour. Vous pouvez vous aider en utilisant des formules telles que « je suis bienveillant ». Mon énergie d'amour emplit mon cœur, je m'aime, etc. Recommencez ce cycle en élargissant peu à peu votre sentiment d'amour à autrui. Concentrez-le d'abord vers des personnes proches, comme des parents ou des amis, puis vers des personnes que vous connaissez peu et même vers des inconnus. On peut ainsi même être bienveillant, même vers des personnes qui, à un moment, comme la dernière étape, c'est de parvenir à diriger notre amour bienveillant vers des personnes qu'on n'aime pas ou qui nous ont fait du mal. Le but de la méditation de l'amour bienveillant est de ressentir un amour désintéressé, altruiste et inconditionnel pour tout le monde. Donc, c'est sans conteste une pratique méditative très difficile et il est normal de progresser dans cette pratique très lentement. Seulement, ça permet de prendre conscience de ses émotions et des besoins d'autrui, de se protéger aussi contre les burn-out émotionnels et d'augmenter son propre niveau de bonheur. Donc, la méditation de l'amour bienveillant va nous entraîner à ressentir de l'amour pour les autres comme pour nous-mêmes. En aimant des personnes que l'on ne connaît pas, voire même qui nous ont fait souffrir, eh bien, c'est nous-mêmes que nous protégeons et que nous aimons. Donc, cela n'a l'air de rien, mais cela peut aussi changer notre vie. Bien sûr, la méditation ne fonctionne que si nous la pratiquons régulièrement. C'est une pratique, rien ne remplacera l'acte. Donc, comment bénéficier de tous les bienfaits de la méditation? Pas besoin forcément de méditer longtemps. On commencera à avoir des effets durables dès 20 minutes de pratique par jour. Dans tous les cas, la régularité, c'est la clé. Donc, il vaut mieux méditer quelques minutes par jour qu'une grosse heure le week-end. Donc, bien sûr, ça ne sert à rien de trop se forcer ou de viser trop vite. Il faut trouver son propre équilibre en prenant le temps de se renseigner et de tester différentes méthodes et de choisir celle qui nous convient le mieux et de s'entraîner à notre rythme. Donc, il y a beaucoup de conseils qu'on peut trouver sur Internet, dans les livres, dans plein d'applications aussi. N'oubliez pas qu'il y a autant de pratiques méditatives que de pratiquants. Méditer, c'est cheminer sur une voie toute personnelle qu'il vous revient de trouver, voire de construire.
Donc, vous pouvez méditer où vous voulez. L'important, c'est d'être à l'aise dans la position que vous voulez. C'est celle qui est la plus confortable pour vous. Le temps que vous voulez, on progressera à son rythme, quand on le veut, même si c'est plus facile de choisir un moment fixe dans la journée, bien sûr, et plutôt sur une énergie plutôt saine, en début tôt dans la journée ou fin de la journée. On peut méditer avec qui on veut, soit seul, soit avec un professeur, un guide ou même un ami, ou en suivant une vidéo, une application. On peut méditer comme on le veut. On choisit sa pratique et son niveau de pratique en fonction de ses capacités et de ses besoins. Il est souvent plus facile de créer une habitude. Donc, si vous n'arrivez pas à méditer, essayez de choisir un moment quotidien, hein, et un lieu fixe. Par exemple, ça peut être le moment dans la salle de bain après s'être brossé les dents, ou juste avant le petit déjeuner dans la cuisine, ou juste au réveil. Quelques minutes, au départ, quelques minutes par jour, 5 minutes. Donc, vous verrez que ces 5 minutes vous paraîtront d'abord très longues, puis de plus en plus courtes, et on finira par vouloir les allonger. Donc, la méditation, ça participe aussi à un mode de vie, hein. Son intérêt est limité si on n'essaye pas de l'intégrer à notre vie quotidienne. Donc, on peut pratiquer aussi une méditation informelle en dégustant un carré de chocolat dans l'après-midi. On se concentre sur le goût de chaque bouchée, sur toutes les émotions, sur les sensations que cela éveille en vous. On peut s'entraîner à la méditation de pleine conscience lorsqu'on passe un moment de qualité avec la famille. On se laisse traverser par les émotions. On peut regarder toutes ces émotions se succéder en soi sans les analyser, sans les juger. On ressent pleinement le moment présent. On est concentré sur ce qui se passe dans l'instant. Je vous conseille aussi la méditation de l'observation de la respiration qui apporte du calme et du bien-être rapidement et qui est aussi une technique assez simple de suivre l'air qui passe par le bord des narines à l'inspiration et qui s'échappe du bord des narines à l'expiration. On suit et on se concentre sur ce passage et les flux et reflux de l'air. Donc la méditation, en somme, est d'autant plus efficace qu'on la pratique régulièrement et qu'on peut l'intégrer à sa vie quotidienne. Si on applique ces préceptes pendant des actions en apparence anodines, et on pourra voir que l'on pourra vivre toutes ces actions d'une manière différente, d'être beaucoup plus dans le moment présent. Donc, conclusion, la méditation, c'est un formidable outil pour apprendre à observer et à contrôler ses émotions. Quels que soient nos besoins et nos capacités, on peut trouver une pratique méditative qui nous convient. Cependant, n'oubliez pas que le bonheur suppose aussi de temps en temps du malheur. L'important n'est pas donc de supprimer les problèmes, mais de pouvoir décider de la manière dont on veut les vivre. Donc la méditation va ouvrir toutes les portes. Donc pourquoi hésiter à méditer? C'est une pratique dont la régularité est la clé et accessible à tout le monde. Ce n'est pas une pratique réservée aux spécialistes. Le cerveau évolue toute la vie et la méditation permet de l'entraîner. Pour méditer, il suffit de concentrer son attention sur une chose, sans réflexion ni analyse, et de la refocaliser chaque fois qu'elle s'égare sans jugement. La méditation améliore la capacité d'attention et les capacités cognitives en général. La méditation va nous protéger du stress, va renforcer la santé et ralentir le vieillissement cellulaire. Donc la méditation permet aussi de choisir d'aimer et permet aussi d'être heureux. Donc méditer, méditer, méditer. Merci à vous.